Alors, en guise d'introduction, on va définir tout d'abord ce que c'est que les lymphomes, les différents types de lymphomes, les classifications des lymphomes, etc. Donc, un lymphome, par définition, est un cancer. C'est un cancer qui se développe au départ de certains globules blancs, donc, qui se développe donc au départ d'un certain nombre de globules blancs qui étaient normaux et qui donc à travers le temps deviennent donc anormaux. Voilà. Le terme lymphome provient du mot lymphocyte qui circule dans le système lymphatique, qui circule. Donc les lymphocytes sont connus, ça fait partie du système immunitaire. On distingue des lymphocytes B, des lymphocytes T. Mais quand on parle de lymphome, on parle généralement de lymphocytes B. Donc c'est majoritairement des lymphocytes B et donc à moindre degré, à moindre fréquence, c'est les lymphocytes T. Lorsque des lymphocytes anormaux sont fabriqués, dans ce cas-là, elles s'accumulent et forment donc des lymphomes ou bien des tumeurs dans les tissus lymphoïdes et en particulier dans les ganglions lymphatiques. Donc, c'est au niveau du système lymphatique que va se dérouler le processus tumoral, c'est-à-dire que les lymphocytes anormaux vont être fabriqués, elles vont être accumulées au niveau donc du système lymphatique et forment des lymphomes ou bien des tumeurs dans les tissus lymphoïdes et en particulier bien sûr dans les ganglions lymphatiques. Dans les ganglions lymphatiques. Là, comme vous voyez, ce schéma résume les ganglions lymphatiques, c'est-à-dire la localisation des ganglions lymphatiques qui font partie du système lymphatique. Dans le système lymphatique, on trouve des ganglions lymphatiques et on trouve des vaisseaux lymphatiques. Les lymphomes sont le plus souvent révélés par la découverte d'une adénopathie. Donc, le point de départ, c'est la découverte fortuite ou suite à un diagnostic, donc suite à une circonstance de diagnostic, on va révéler donc une adénopathie. Toute adénopathie est peut-être évocatrice d'un lymphome. Donc les lymphomes sont le plus souvent révélés par la découverte d'une adénopathie. Il peut s'éteindre donc à n'importe quelle partie du système lymphatique qui comprend bien sûr, comme vous le voyez, les amygdales, les poumons, la rate, les reins, le foie, la moelle osseuse, etc. Alors, admettre. Voilà. Donc, on a dit que les lymphomes sont le plus souvent révélés par la découverte d'une adénopathie, c'est-à-dire d'une maladie au niveau du système lymphatique. Il peut également s'étendre à n'importe quelle partie du système lymphatique qui comprend les parties que vous voyez qui constituent donc les ganglions lymphatiques et le système lymphatique. Entre autres, on a les amygdales, les poumons, le foie, la rate, les reins et également la moelle osseuse. Alors, dans la classification, et avant de parler de la classification, il faut savoir que la moitié déjà des cancers hématologiques, des cancers qu'on trouve en hématologie, sont des lymphomes. Donc les lymphomes, ça constitue quand même une grande partie des cancers du sang. Et parmi ces lymphomes-là, on trouve donc des lymphomes qu'on appelle les lymphomes hodgkiniens, qui constituent uniquement 20% donc de la totalité des lymphomes qu'on puisse avoir. Et on a des lymphomes non hodgkiniens qui constituent la majeure partie, qui est de près de 80% donc de la totalité des lymphomes. Également, les lymphomes non hodgkiniens peuvent être également subdivisés en lymphomes indolents dont l'évolution elle est très lente et donc la maladie elle est plus contrôlable, elle est plus maîtrisable d'un point de vue prise en charge thérapeutique. Et on a donc les lymphomes agressifs là où l'évolution se fait d'une façon très rapide. Voilà, donc là, ça c'est la classification grosso modo des lymphomes. Alors, passons maintenant à la première classe qui est la maladie de Hodgkin. La maladie de Hodgkin, sa physiopathologie.
elle est donc elle est confirmée, la physiopathologie de la maladie de Hodgkin, par la présence de cellules B. Les cellules B, ou bien qu'on appelle les cellules de Reed-Sternberg, issues de lymphocytes B. C'est pour cela qu'on les appelle donc les cellules B, ou bien même par la suite, on va voir les signes B, c'est-à-dire les signes cliniques qui accompagnent la présence des cellules B, c'est-à-dire les cellules tumorales de Reed-Sternberg, qui sont donc de grosses cellules donc tumorales. Tout admettre. OK. Dans un tiers des cas, les cellules expriment un antigène de l'Epstein-Barr, c'est-à-dire qu'à l'origine, déjà, c'est viral. Et les facteurs de risque, généralement, l'origine, elle est inconnue de la maladie hodgkinienne. L'Epstein-Barr virus est parfois mis en cause sans preuve formelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une étude de corrélation solide qui relie l'apparition de ce virus-là et de la maladie de Hodgkin. Et il faut également toujours rechercher une éventuelle infection par le VIH, parce que généralement, la progression naturelle du VIH, ça peut donc évoluer vers la maladie de Hodgkin, vers la maladie de Hodgkin. Bien sûr, la plupart, comme on a dit tout à l'heure, la plupart des lymphomes sont dus à des lymphocytes B. Mais bien sûr, certains, et rarement bien sûr, ils peuvent être dus à des lymphocytes T, et précisément les lymphocytes T natural killer, le NK, c'est-à-dire les lymphocytes T NK, les natural killers. Toujours dans la maladie du Hodgkin, les circonstances maintenant du diagnostic, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va dire qu'on est devant la maladie de Hodgkin. Bon, là. Donc, pour les circonstances de diagnostic, avant de parler donc de ces circonstances-là, tout d'abord, il faut savoir que la maladie de Hodgkin, elle est mise en évidence par la présence de la cellule de Reed-Sternberg. Donc, une fois la révélation de cette cellule-là, ou bien de ces cellules-là, de Reed-Sternberg, ou bien les cellules B, on peut donc faire le diagnostic ou bien la confirmation de la présence de la maladie de Hodgkin. On distingue deux types de lymphomes hodgkiniens. On distingue donc les lymphomes de Hodgkin qui sont les plus classiques, qui constituent 95% avec 4 sous-types qu'on va voir. Et on distingue les lymphomes de Hodgkin nodulaires à prédominance lymphocytaire, c'est-à-dire, ou bien qu'on appelle également les lymphomes de Poppema, qui sont d'une découverte très récente et qui sont très minoritaires par rapport aux lymphomes de Hodgkin classiques. Donc, les lymphomes de Hodgkin les plus classiques, ce sont les plus répandus, notamment le premier type qui est le scléronodulaire. Donc, si on commence avec le premier type, qui constitue 65% de la globalité des lymphomes de Hodgkin, notamment les lymphomes de Hodgkin classiques, on a dit le premier type qui est le scléronodulaire, qu'on appelle également sclérose nodulaire. Dans ce type de lymphome hodgkinien, les ganglions lymphatiques impliqués contiennent des parties composées de cellules de Reed-Sternberg, qui sont mélangées à des globules blancs normaux. Donc, on trouve à la fois des cellules de Reed-Sternberg qui sont mélangées également à des globules blancs qui sont normaux. Donc, cellules tumorales de type B plus des globules blancs normaux. Les ganglions lymphatiques contiennent souvent des tissus cicatriciels, d'où l'appellation tout simplement de sclérose nodulaire. Sclérose nodulaire, c'est-à-dire cicatricielle ou bien c'est-à-dire cicatrice. D'accord? Ça, c'est le premier type, qui est le scléronodulaire et qui est le plus répandu, qui constitue donc 65% parmi la totalité des lymphomes hodgkiniens, la totalité des lymphomes hodgkiniens les plus classiques, qui sont également majoritaires par rapport à la totalité des lymphomes hodgkiniens en général. D'accord. Deuxièmement, on a donc la forme qu'on appelle une forme à cellularité mixte,
Pourquoi cellularité mixte? Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il y a la présence de cellules de Reed-Sternberg plus d'autres types de cellules. Donc, d'autres types de cellules qui sont également impliquées, qui peuvent être tumorales également, qui sont impliquées dans ce type de lymphome de Hodgkin et qui constituent 30% également de la totalité des lymphomes de Hodgkin classiques. Le troisième type, c'est la forme qu'on appelle donc la forme de prédominance lymphocytaire ou bien la forme riche en lymphocytes. La plupart des lymphocytes donc ne sont pas cancéreux. C'est-à-dire que dans ce type-là, c'est qu'on trouve que la plupart des lymphocytes, notamment de lymphocytes B, elles ne sont pas cancéreuses. D'accord? Donc, il y a une majorité lymphocytaire qui est normale et qui n'est pas cancéreuse. Et il y a donc le quatrième type, c'est la déplétion lymphocytaire. Déplétion lymphocytaire, donc très peu de lymphocytes, comme son nom l'indique. Donc, déplétion, c'est-à-dire qu'on a une déperdition lymphocytaire, une perte lymphocytaire, très peu de lymphocytes normaux et un grand nombre de cellules de Reed-Sternberg. Ça constitue donc 1% de la totalité des lymphomes. Voilà. Deuxième type, c'est la prédominance de lymphocytes ou bien prédominance lymphocytaire. Donc, très peu de cellules de Reed-Sternberg avec une majorité lymphocytaire, avec une majorité de lymphocytes B normaux. D'accord? Ça, c'est la forme la plus rare donc des formes généralement trouvées dans la maladie de Hodgkin. D'accord? Donc, pour résumer, la maladie de Hodgkin donc, constitue uniquement 20% de l'ensemble des lymphomes. La mise en évidence de la maladie se fait par la mise en évidence de la cellule B, qu'on appelle la cellule Reed-Sternberg. On distingue deux types de lymphomes hodgkiniens. Il y a les lymphomes de Hodgkin classiques, il y a les lymphomes de Hodgkin nodulaires à prédominance lymphocytaire. Dans les lymphocytes de Hodgkin classiques, on distingue quatre types. La scléronodulaire, parce qu'il y a la notion de sclérose et de tissu cicatriciel. Donc, il y a la cellularité mixte, c'est qu'il y a une mixture de cellules, de Reed-Sternberg avec d'autres types de cellules. Il y a la forme riche en lymphocytes. La plupart donc, des lymphocytes ne sont pas cancéreux. Il y a également la déplétion lymphocytaire, qui est minoritaire dans cette classe. Et là où on trouve très peu de lymphocytes normaux et un très grand nombre de cellules de Reed-Sternberg. Avec, bien sûr, le deuxième type qui est de découverte très récente et qui constitue la minorité parmi donc, les lymphomes hodgkiniens. On a dit prédominance lymphocytaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, très peu de cellules de Reed-Sternberg sont mises en évidence avec une majorité de lymphocytes normaux, avec une majorité donc, de lymphocytes normaux. Voilà, donc c'était la classification ou bien les circonstances, toujours la classification de la maladie de Hodgkin, pour passer maintenant aux circonstances de diagnostic de cette maladie. Bien sûr, quand on dit circonstances de diagnostic, c'est-à-dire quels sont les cas là où on peut diagnostiquer, quels sont les cas les plus favorables pour diagnostiquer la maladie de Hodgkin. D'accord. Il y a tout d'abord le adulte, le sujet adulte jeune. Il peut être sujet à cette maladie-là. Il y a également donc les adénopathies indolores asymétriques, souvent cervicales. Donc tout type généralement d'adénopathie sont révélatrices de maladies de Hodgkin. Il y a la fièvre au long cours avec altération de l'état général. Il y a également, donc, comme moyen de diagnostic, il y a également comme moyen donc, de diagnostic, il y a la radiothérapie thoracique et il y a également donc, le scanner thoracique avec injection. La radiothérapie thoracique, donc, elle peut mettre en évidence une volumineuse opacité médiastinale, c'est-à-dire au niveau du médiastin
supérieure droite et déforme également la ligne paramédiastinale droite. Par contre, que le scanner thoracique, avec injection de produits de contraste iodé, bien sûr, va nous donner l'existence d'une masse de densité tissulaire située dans le médiastin également supérieur. Et voilà, je vous montre à peu près. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ça, c'est la radiographie donc, thoracique, c'est le simple téléthorax. Quand vous voyez, au niveau droit, il y a une volumineuse opacité médiastinale supérieure droite et qui déforme la ligne paramédiastinale droite. D'accord? C'est ce flou-là, c'est cette opacité-là qui va qui va nous renseigner en quelque sorte sur la présence d'un lymphome et non pas de Covid. Hein. Il y a également le scanner thoracique avec injection de produits de contraste iodé, existence d'une masse de densité tissulaire située dans le médiastin supérieur. Voilà cette masse, ici donc c'est normal, cette cavité elle est normale. Par contre, celle-là, donc c'est toujours la partie droite. Il y a donc une certaine masse de densité tissulaire qui est montrée donc sous un flou, voilà, ou bien sous une opacité sur le côté droit dans la cage thoracique. Quand on dit médiastin, c'est-à-dire la cage thoracique sans les poumons. D'accord. Passons maintenant au lymphome non Hodgkinien, qui est la classe la plus importante, qui est également la classe la plus parfois dangereuse et la plus difficile parfois à traiter. Facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque par rapport à l'apparition de cette maladie-là? Il y a donc les facteurs de risque peuvent être donc une infection bactérienne ou bien virale. Pour ce qui est de l'infection bactérienne, c'est généralement les infections à Helicobacter pylori. Donc, c'est les infections à Helicobacter pylori. Là, on peut avoir le développement d'un lymphome au niveau des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses gastriques. Donc, au niveau de ce type de tissus-là, qui sont les tissus lymphoïdes associés donc, aux muqueuses, notamment la muqueuse gastrique, qu'on puisse avoir le développement d'un lymphome suite à une infection chronique par l'Helicobacter pylori. Et là, je peux donc attirer votre attention sur l'importance de la prise en charge donc, des ulcères accompagnés d'une infection par Helicobacter pylori. Bien sûr, le traitement il est très classique. Je pense que vous l'avez déjà fait en microbiologie ou bien même en pharmacologie. C'est donc soit la bithérapie, soit la trithérapie à base, bien sûr, de clamoxyle avec d'autres types de traitements, azithromycine ou autres. Il y a également donc les infections virales. La plupart des infections virales qu'on connaisse sont également une source d'infection, de développement de lymphome non hodgkinien, notamment le VIH, qui marque l'entrée au stade donc le SIDA. C'est-à-dire si on a un lymphome non hodgkinien, ça accompagne généralement le VIH. Il y a le Epstein-Barr virus également, lymphome qui accompagne l'apparition d'un lymphome de Burkitt. Il y a l'hépatite C qui accompagne également le lymphome de la zone marginale. Il y a les autres types de virus, donc V8, HTLV1, etc. Il y a également l'environnement, les pesticides avec tout ce qui en suit avec des mutations génétiques, etc., qui peuvent également avoir comme conséquence le développement d'un lymphome. Je ne sais pas pourquoi ça bloque.
Bien sûr, donc on a dit dans les infections virales, il y a les facteurs environnementaux, il y a également les déficits immunitaires. Donc, tout type de cause de déficit immunitaire peut être également une cause de développement des lymphomes, notamment les lymphomes non hodgkiniens, entre autres les VIH, les traitements immunosuppresseurs. Donc, dans le cas, par exemple, de la greffe rénale, de la greffe hépatique ou autre, ou bien même dans le cas de traitement par des corticoïdes, donc pour une corticothérapie simple à visée anti-inflammatoire et tout, on doit donc faire attention pour ne pas avoir le développement de certains types de lymphomes, certaines causes congénitales, certaines transplantations, certaines maladies également auto, auto-immunes. D'accord. Il faut également savoir que les lymphomes non hodgkiniens sont observés à tous les âges. Donc, tout âge est concerné par les lymphomes non hodgkiniens. L'incidence augmente dans les pays développés, ça a été constaté, c'est des études, on ne sait pas pourquoi. Elle est également plus élevée chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Toujours, les hommes sont plus exposés au risque. Donc, les différents types maintenant de lymphomes non hodgkiniens. Et là, ça commence à me déranger ces personnes qui entrent. Et on commence, bien sûr, avec le premier type qui est le lymphome non hodgkinien indolent. Il faut savoir tout d'abord que dans la classe des lymphomes non hodgkiniens, on trouve deux sous-classes principales qui sont les lymphomes non hodgkiniens indolents et les lymphomes non hodgkiniens agressifs. Par contre, il y a une classe intermédiaire qui ne peut pas être classée ni dans les indolents ni dans les agressifs, qui s'appelle la classe des lymphomes non hodgkiniens proches des leucémies aiguës. Là où donc leur tableau clinique est le plus donc similaire, le plus proche à une leucémie aiguë, un problème donc de blast, de lymphoblaste immature qui se prolifère d'une façon donc anormale et qui deviennent immortels. D'accord. On commence avec on commence avec les lymphomes folliculaires. Donc c'est en quelque sorte ça concerne le modèle typique ou bien le modèle de description des lymphomes non hodgkiniens indolents. Quand on dit lymphome folliculaire, c'est le lymphome de référence par rapport à la classe des lymphomes non hodgkiniens indolents. Les cellules donc lymphomateuses sont des petits lymphocytes B qui sont matures et organisés en nodules ou bien en follicules, d'où l'appellation lymphome folliculaire. Lymphome folliculaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de cellules lymphomateuses à base de petits lymphocytes B qui sont matures et bien sûr un faible potentiel de multiplication. Cela explique, parce qu'il s'agit de petits lymphocytes B qui sont matures et donc avec un potentiel de multiplication qui n'est pas très important, cela explique que ce lymphome-là est souvent passe donc silencieux, il est asymptomatique, il est inaperçu et évolue lentement donc, ou bien au fil des années. Il existe également un pic de fréquence du lymphome folliculaire vers l'âge de 60 ans, selon bien sûr selon les études les plus récentes. D'accord. Il est également ce lymphome-là, ou bien ce lymphome folliculaire, comme on a dit tout à l'heure, il est asymptomatique et ça constitue le lymphome de référence ou bien le modèle de description des lymphomes non hodgkiniens indolents. D'accord. Passons maintenant au deuxième type, toujours dans les lymphomes non hodgkiniens indolents. Donc, on a dit il y a les lymphomes folliculaires suite à la présence de nodules à base de lymphocytes B donc, qui sont matures et qui sont tumoraux, ou bien donc qui sont lymphomateuses. Quand on dit lymphomateuses, donc c'est-à-dire c'est des lymphocytes B qui deviennent des tumeurs. D'accord. Passons à la deuxième classe.
qui s'appellent donc les lymphomes lymphocytaires. Lymphocytaires. Dans cette classe-là des lymphomes non hodgkiniens indolents, c'est l'équivalent d'une leucémie lymphoïde chronique pour le pronostic et le traitement. C'est-à-dire que dans le pronostic et le traitement, ça ne diffère pas beaucoup d'une simple leucémie lymphoïde chronique. La distinction avec les leucémies lymphoïdes chroniques, elle est purement sémantique, c'est-à-dire que c'est laissé à l'appréciation du médecin clinicien qu'il va s'en occuper, qui va faire donc la différence ou bien la distinction, est-ce qu'il s'agit d'un lymphome ou bien est-ce qu'il s'agit d'une leucémie. Et la différenciation, elle est basée donc essentiellement sur la définition de tout un chacun. Si les cellules lymphoïdes envahissent majoritairement la moelle et le sang, donc la moelle et le sang, donc ça concerne une leucémie et non pas un lymphome, parce qu'il y a un problème dans les lymphoblastes, dans la genèse des lymphocytes, dans la naissance des lymphocytes, dans les cellules souches des lymphocytes, comme on a dit tout à l'heure, qui vont donc muter, qui vont devenir cancéreuses, qui vont devenir donc immortelles, qui vont proliférer d'une façon anormale et incontrôlable. Et bien sûr, qui vont propager dans la circulation générale, peuvent atteindre le système nerveux central avec des complications, qui peuvent atteindre des testicules, les reins, etc., avec tout ce qui s'ensuit comme complications. Si maintenant les cellules lymphoïdes envahissent majoritairement les ganglions et les tissus, quand on dit ganglions, système ganglionnaire, etc., donc c'est là où on trouve nos lymphocytes cancéreuses, malheureusement. On parle de lymphome lymphocytaire. C'est comme ça qu'on fasse donc la différenciation entre une leucémie lymphoïde chronique et un lymphome lymphocytaire, quoique dans le diagnostic global, dans le tableau clinique, dans les signes, etc., et c'est presque le même pronostic et même le même traitement. D'accord. Alors, je continue à admettre toujours les retardataires qui ont toujours tort. Alors, si ça continue à bloquer, je ne sais pas pourquoi. Troisième type, donc, c'est les lymphomes de la zone marginale. C'est les lymphomes de la zone marginale. Ce type de lymphome, il peut être soit ganglionnaire, soit au niveau splénique, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, soit il peut être extranodal, c'est-à-dire qu'il va être au niveau de l'une des muqueuses associées au lymphome, notamment au niveau de la muqueuse gastrique. Il y a également le lymphome du Malte, c'est-à-dire le lymphome qui touche spécialement les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, notamment la muqueuse gastrique. Il est développé aux dépens du Malte. C'est-à-dire il est développé aux dépens du tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Et comme exemple typique, c'est la muqueuse gastrique qui est la plus exposée à ce type de lymphome-là. Il atteint surtout le tube digestif de la bouche à l'anus, avec donc en particulier le tissu ou bien la muqueuse gastrique. Les lymphomes du Malte gastrique sont souvent liés à une stimulation antigénique prolongée par l'Helicobacter pylori. Pourquoi dans tout le type digestif, c'est l'estomac ou bien c'est le compartiment gastrique qui est le plus exposé, c'est justement à cause d'une probable infection prolongée et avec stimulation antigénique très connue pour l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie très résistante et qui est une bactérie très difficile à éradiquer. C'est pour cela qu'on doit, c'est-à-dire suivre avec rigueur la bithérapie ou bien la trithérapie, c'est-à-dire antibiothérapie plus les IPP ou bien autre type. Mais le plus souvent, donc, c'est une trithérapie à base c'est-à-dire 2 ou 3 antibiotiques plus un IPP puissant, tel que le Lisinox, par exemple, à 40 mg, etc. Pendant un mois, bien sûr. Je continue. Toujours dans les différents types de lymphomes non hodgkiniens indolents.
Alors, cinquième type, c'est les lymphomes lymphoblastocytaires, les lymphocytes, ou bien les lymphomes lymphoblastocytaires. Ce lymphome-là, il est très proche et très similaire de ce qu'on appelle la maladie de Waldenstrom, ou bien de Waldenstrom. Mais le syndrome tumoral, il est plus important que dans cette maladie-là. Donc, la seule différence, c'est que la masse tumorale et l'importance du syndrome tumoral, elle est plus importante dans le lymphome lymphoplastocytaire, qui est un lymphome non hodgkinien indolent, que dans la maladie de Waldenstrom. Tout simplement, la maladie de Waldenstrom, c'est un cancer hématologique qui est caractérisé par des lymphoplasmocytes. Lymphoplasmocytes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des cellules qui sont en stade intermédiaire entre la plasmocyte et les lymphocytes, proliférant bien sûr au niveau de la moelle osseuse et synthétisant une immunoglobuline monoclonale, généralement à base d'IgM. D'accord? Ça, c'est la maladie de Waldenstrom. Maladie de Waldenstrom, je répète, donc il s'agit d'un cancer hématologique caractérisé par la présence de cellules intermédiaires ou bien de cellules tumorales qui sont en phase intermédiaire entre donc, les plasmocytes, entre les lymphocytes, entre les plasmocytes et les lymphocytes, sachant que la synthèse des lymphocytes elle est à partir des plasmocytes. Donc, on peut avoir des cellules intermédiaires entre les deux, proliférant au niveau de la moelle osseuse et synthétisant une immunoglobuline monoclonale. C'est la raison pour laquelle on peut révéler ce type-là de pathologie par la présence d'un pic donc des IgM avec, avec une abondance de ces IgM-là. D'accord? Ça, c'est les lymphomes lymphoplastocytaires. Il y a également ce qu'on appelle les mycosis fungoïdes. C'est un lymphome qui est caractérisé par la présence de lymphocytes T1K au niveau cutané. Bien sûr, cellules NK cancéreuses au niveau, donc, au niveau cutané. Au niveau cutané. Ça, c'est ce qu'on appelle le mycosis fungoïde qui est caractérisé par la présence donc, de lymphocytes T au niveau de la peau. Maintenant, on passe au deuxième type des lymphomes non hodgkiniens proches des leucémies. Donc, on a vu premier type, lymphome non hodgkinien indolent. On a vu 4 types, ou bien 4 sous-classes qui le constituent. Et deuxièmement, on a les lymphomes non hodgkiniens qui sont proches des leucémies aiguës. Les lymphomes non hodgkiniens qui sont proches des leucémies aiguës, comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours donc une similarité parfois entre les leucémies et les lymphomes. Alors, les lymphomes lymphoblastiques et les lymphomes de Burkitt, ce sont les deux lymphomes qui sont donc qui constituent les lymphomes non hodgkiniens, qui sont les plus proches à des leucémies aiguës et parfois donc ça prête à confusion dans le diagnostic etc. Et même il nous donne donc une fausse piste thérapeutique. Les lymphomes donc lymphoblastiques, les lymphomes lymphoblastiques, c'est l'équivalent d'une leucémie aiguë lymphoblastique pour le pronostic et le traitement. Donc c'est la même chose par rapport au pronostic et par rapport au traitement, heureusement, qu'une leucémie aiguë lymphoblastique. Les cellules donc lymphomateuses sont des lymphoblastes, c'est des blastes lymphoïdes. D'accord? Donc les cellules cancéreuses dans ce type de cancer-là, donc il s'agit de blastes, il s'agit de cellules germinatives, cellules souches des lymphocytes qui sont donc les lymphoblastes ou bien les blastes lymphoïdes. On a également le lymphome de Burkitt. Les cellules lymphomateuses sont des blastes de grande taille. Donc, c'est des blastes très développés et donc, de très grande taille, avec un cytoplasme très également basophile et on observe la présence de volumineuses vacuoles à l'intérieur de ces cellules-là. Certaines formes sont provoquées par l'infection à l'Epstein-Barr virus. La masse tumorale est souvent très importante et les blastes ont donc tout le temps pour un dédoublement, donc pour le doublement court. Donc, voilà donc les deux types. On a les lymphomes lymphoblastiques et les lymphomes de
Burkitt, qui constitue la classe des lymphomes non hodgkiniens proches des leucémies. Passons maintenant à la troisième classe, qui est donc la classe des lymphomes non hodgkiniens agressifs. Et on va voir également donc voilà, troisième type, lymphome non hodgkinien agressif. Jusqu'à présent, on a vu les différents types de lymphomes non hodgkiniens. Premier type, donc c'est les lymphomes indolents. Deuxième type, c'est les lymphomes qui sont proches de leucémie aiguë. Troisième type, c'est les lymphomes non hodgkiniens agressifs. D'accord. Dans cette classe-là, également, on trouve plusieurs types de lymphomes. On a les lymphomes à grande cellule B, cette cellule B révélatrice toujours de la présence de lymphome, elle représente un tiers de l'ensemble des lymphocytes. Elle représente donc le un tiers des lymphocytes. C'est le lymphome le plus fréquent et c'est le lymphome typique généralement des lymphomes non hodgkiniens agressifs. C'est le modèle également de description des lymphomes non hodgkiniens agressifs. C'est-à-dire que c'est la référence, même si on va traiter d'autres classes de lymphomes non hodgkiniens agressifs, notre référence, c'est toujours le lymphome à grande cellule B parce qu'il présente toutes les caractéristiques des lymphomes non hodgkiniens agressifs, toutes les caractéristiques communes entre tous les lymphomes non hodgkiniens agressifs. Les atteintes viscérales sont fréquentes, donc ça touche la sphère ORL, digestive, osseuse, cutanée, là où on trouve donc le système lymphatique, on peut avoir des atteintes là-dessus. Et également, il y a, deuxième type, le lymphome à cellules du manteau. C'est une atteinte digestive également qui peut être digestive au premier plan. Pourquoi on l'appelle cellule de manteau? Ce lymphome prend généralement naissance dans le bord externe des ganglions lymphatiques. C'est la raison pour laquelle on l'appelle manteau, parce qu'il couvre en quelque sorte. Donc, ce lymphome, il prend la naissance dans le bord, c'est-à-dire que le lymphome, il naît dans le bord externe des ganglions lymphatiques. Donc, dans la ganglion lymphatique, le bord externe, ou bien la partie qui le couvre, c'est à ce niveau-là que naissent ces cellules-là tumorales de lymphome du manteau et qui prennent justement la forme d'un manteau. Troisième type, toujours des lymphomes non hodgkiniens agressifs, c'est les lymphomes anaplasiques. Ils peuvent être cutanés, également primitifs. Donc, c'est en premier lieu, c'est des lymphomes cutanés. Il y a également les lymphomes angio-immunoblastiques. Quand on dit angio, ça sous-entend vasculaire. Il existe donc une hyperplasie au niveau vasculaire qui est liée à la prolifération lymphomateuse au niveau vasculaire. L'atteinte, elle est souvent d'emblée disséminée, c'est-à-dire qu'elle est propagée un peu partout. Les signes B sont fréquents. Quand on dit les signes B, c'est-à-dire la présence des cellules B avec tout le tableau qui les accompagne. Un syndrome d'activation macrophagique peut être également présent, c'est-à-dire qu'on aura tout un processus d'activation des macrophages suite à l'apparition de ce lymphome de type T, c'est-à-dire qui touche les lymphocytes T au niveau vasculaire. Au niveau vasculaire, plus précisément, un lymphocyte T angio-immunoblastique. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord. On continue. Cinquième type, c'est les lymphomes T périphériques sans spécificité, qui constituent toujours la classe des lymphomes non hodgkiniens. C'est avec donc, le lymphome T angio-immunoblastique, un des plus fréquents des lymphomes T. Donc, généralement, ça accompagne le lymphome angio-immunoblastique qu'on a vu tout à l'heure, qu'on trouve le lymphome T également périphérique sans spécificité. Le diagnostic est retenu après avoir donc éliminé les autres lymphomes T plus caractéristiques. Donc, si on a éliminé tous les autres types de lymphomes, ça nous reste uniquement ce type-là, le lymphome T périphérique sans spécificité. Et également, il y a les lymphomes NKT, c'est-à-dire T natural killer.
Ils sont souvent localisés dans les fosses nasales, donc localisation au niveau des fosses nasales. Ils sont associés au virus d'Epstein-Barr et ils sont plus fréquents en Asie. Il peut également être cutané, primitif ou systémique et la positivité également du marqueur tumoral ALK chez certains malades est de bons pronostics. Donc, parmi les marqueurs les plus révélateurs, c'est le marqueur ALK qui peut révéler la présence d'un lymphome NK-T. Il y a également la maladie de Sézary. C'est un lymphome T très agressif, ou bien agressif, cutané et disséminé. Il peut compliquer également l'évolution d'un mycosis fungoïde, c'est le lymphome qu'on a vu tout à l'heure. Donc la complication et l'évolution d'un lymphome mycosis fungoïde va se développer en maladie de Sézary ou bien en lymphome de Sézary. Donc, il est de très mauvais pronostic, donc le pronostic il est très difficile. Et les cellules tumorales ont un aspect morphologique caractéristique avec un noyau cérébriforme, c'est-à-dire que les cellules tumorales prennent la forme d'un cerveau humain, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on les appelle donc la forme cérébriforme. Donc, maladie de Sézary, c'est des cellules tumorales cérébriformes avec un pronostic très difficile, avec un mauvais donc, pronostic. C'est le lymphome T qui est le plus souvent cutané et disséminé. Admettre. Il y a également le lymphome cérébral. Le type histologique le plus fréquent, est le lymphome B diffus à grande cellule. Peut-être également primitif ou secondaire à un lymphome disséminé. Et j'en passe, sont plus tardés. Voilà, passons maintenant au diagnostic positif, le diagnostic clinique et préclinique qui va nous confirmer ou infirmer la présence d'un lymphome, qu'il soit hodgkinien ou bien non hodgkinien. Tout d'abord, dans le diagnostic positif clinique, on va donc diagnostiquer le syndrome tumoral par la présence des ADP, c'est-à-dire les adénopathies. Donc là, le premier syndrome ou bien le premier signe évocateur d'un lymphome, qu'il soit hodgkinien ou bien non hodgkinien, c'est les adénopathies, bien sûr, tout type confondu, qui sont le plus souvent indolores, c'est-à-dire il n'y a pas de douleur, qui sont fermes, qui ne sont pas inflammatoires, non compressives, donc ça ne gêne même pas le malade et parfois il passe donc inaperçu pendant des années. D'accord. Il y a également les HMG et SMG, c'est-à-dire les hépatomégalies et les splénomégalies. Voilà, le gonflement du foie et de la rate. Et également, on aura, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une prolifération tumorale très importante et donc ce qui aboutit à un gonflement, à une augmentation de la masse hépatique et la masse de la rate. Syndrome tumoral médiastinal également, au niveau de la sphère ORL, au niveau neurologique, testiculaire ou bien au niveau cutané. Donc ces 4 syndromes-là, tumoraux, peuvent être révélateurs de la présence d'un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien. Syndrome également d'évolutivité des lymphomes ou bien de la présence des cellules B. Ça, bien sûr, ces caractères-là ou bien ces syndromes-là peuvent nous confirmer l'aspect tumoral de la maladie. Ces paramètres-là vont donc nous donner une idée sur le degré d'évolution ou bien l'évolutivité des lymphomes, notamment qu'on appelle les signes B. Qu'est-ce que c'est que le signe B? Quand on dit signe B, c'est l'équivalent de dire il y a donc un amaigrissement. C'est quoi le syndrome tumoral médiastinal? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le téléthorax et dans le scanner. Je ne sais pas si vous étiez présente ou non. C'est cette tumeur-là qui va se développer au niveau médiastinal supérieur, c'est-à-dire au niveau de la cage thoracique, au niveau à l'intérieur de la cage thoracique, plus précisément au niveau viscéral, c'est-à-dire que ça peut donc toucher
l'œsophage ou bien les autres, le cœur, etc. L'essentiel, c'est que c'est à ce niveau-là. Et la révélation ou bien le diagnostic peut se faire, comme on a vu tout à l'heure, par téléthorax. Donc, c'est cette opacité qu'on a vue tout à l'heure dans le téléthorax. Et également, on a vu l'opacité plus claire et plus explicite dans le scanner. D'accord. Voilà donc le syndrome tumoral médiastinal. Syndrome tumoral, c'est-à-dire c'est un lymphome. C'est un lymphome qui touche donc des lymphocytes B ou bien des lymphocytes T, mais le plus souvent des lymphocytes B. Médiastinal, c'est suite à sa localisation. Donc, il est de localisation médiastinale au niveau du médiastin. D'accord. Et comme elle peut être syndrome tumoral au niveau ORL, c'est-à-dire au niveau de la sphère ORL, dans les fosses nasales par exemple, au niveau cérébral, au niveau testiculaire, ou bien au niveau cutané. D'accord. J'espère que j'ai répondu à votre question. Admettre, d'accord. Je reviens donc au signe B. Quand on dit si les signes B, ou bien les symptômes B, ou bien le syndrome B, c'est ces trois points-là. C'est-à-dire, on aura généralement des amaigrissements avec donc une perte de poids supérieure à 10% du poids corporel en 6 mois, une fièvre qui est supérieure à 38 degrés Celsius pendant 8 jours, donc une hyperthermie, et des sueurs nocturnes, donc des sueurs au niveau des sueurs pendant la nuit. Il y a également le syndrome d'insuffisance médulaire, parce que parmi également les probabilités ou bien les éventuelles progressions d'un lymphome, c'est qu'il va se développer vers une insuffisance médulaire et donc ce qui va être traduit par des anémies, par des infections, parce que l'insuffisance médulaire, ça veut dire qu'il y a un manque dans la synthèse des globules rouges, mais également dans la synthèse des globules blancs qui constituent l'arme principale du système immunitaire, d'où donc l'apparition d'infections, de surinfections, etc. Et également d'hémorragie, parce qu'il y a également, suite à l'insuffisance médulaire, il y aura donc une perturbation de l'hématopoïèse. D'accord. Deuxième point pour toujours le diagnostic positif, c'est le diagnostic paraclinique. Là, on parle de biopsie chirurgicale d'une adénopathie pour analyse anatomopathologique. On parle bien de biopsie et non pas de ponction. D'accord. Et je pense que vous faites la différence entre la ponction, qui est un simple prélèvement par une aiguille fine. À partir, donc, on peut prélever donc un certain nombre de cellules pour les examiner, notamment sur le plan cytologique. Donc, quand on dit ponction, généralement, on cherche l'aspect cytologique. Par contre, si on dit biopsie, c'est le prélèvement, d'un fragment du tissu infecté ou bien contaminé ou bien tumoral, etc., ou bien suspecté, un fragment qui va être examiné, bien sûr, macroscopiquement et microscopiquement sur le plan histologique, pour voir est-ce qu'il y a la présence ou non de développement d'un lymphome ou d'un cancer. D'accord? Je continue. Ça, donc, c'était le diagnostic positif. Il n'y a pas de questions, je continue. Répondez-moi, s'il vous plaît. Je continue. Oui, monsieur. Voilà, donc la question de votre collègue par rapport à je ne sais pas si vous voyez la question ou non, c'est par rapport à la compression. La compression, c'est quand, par exemple, on prend un organe qui est envahi par un lymphome. Cet organe-là, il va prendre donc du poids. Il va être gonflé suite à cette multiplication
et ce stockage de cellules tumorales, cette multiplication anarchique et incontrôlable et qui devient donc les cellules immortelles, d'où la splénomégalie par exemple et l'hépatomégalies. Suite à ce gonflement-là, c'est qu'on aura une compression, par exemple, des tissus adjacents, ce qui va comprimer les tissus adjacents avec un gène, avec une sensation désagréable, etc. C'est qu'il va se sentir mal à l'aise avec cette compression au niveau de ses viscères ou bien au niveau de son organe. D'accord. Donc, toujours la compression, ça accompagne une mégalie. Une mégalie, c'est l'équivalent ou bien la mégalie peut aboutir à ce phénomène de compression. D'accord. Alors, je continue. Il n'y a pas d'autres questions. Voilà. On arrive maintenant. Maintenant, on a vu donc le diagnostic positif. Et là, on va voir le bilan. Quel est le bilan à faire, donc justement pour confirmer ou infirmer, pour suivre également la progression de notre lymphome. D'accord. On commence avec toujours la biopsie chirurgicale d'une adénopathie et non pas une ponction. Je vous ai donné tout à l'heure donc la différence entre la ponction et la biopsie. On a dit que la ponction, c'est un simple prélèvement par une aiguille fine, par exemple au niveau du LCR. Par exemple, on peut faire une ponction au niveau du LCR pour prélever justement un certain nombre de cellules et pour les examiner sur le plan cytologique. D'accord. Par contre, c'est-à-dire que la ponction, c'est un prélèvement de cellules. Par contre, le prélèvement de quelques cellules. Par contre, la biopsie, c'est un prélèvement plus consistant d'un fragment tissulaire qu'on a suspecté avoir donc le développement d'un cancer ou d'une tumeur et l'examiner sur le plan histologique. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est l'examen histopathologique ou bien anatomopathologique qui est le plus décisif dans la détection des cancers. D'accord. Le bilan d'extension maintenant, s'il y a, c'est-à-dire comment qu'on puisse vérifier s'il y a une extension et un envahissement de ce lymphome-là au niveau d'autres tissus, c'est généralement l'imagerie par le TDM, le scanner TDM le plus classique, et par également le TAP, c'est-à-dire thoraco-abdominopelvien, et le TEP également, tomographie par émission de position, donc suite à l'administration également d'une substance radioactive. Et on va suivre en fonction de l'absorption du glucose et la consommation de la glucose au niveau des amas tumoraux, pardon, qu'on va détecter donc la localisation à travers tout le corps de notre lymphome. Il y a également le BOM, biopsie osteo-médulaire. Ça, c'est justement pour suivre et vérifier s'il y a c'est-à-dire une propagation, une extension vers le tissu osteo-médulaire, osteo-articulaire ou bien osseux. Le bilan également phosphocalcique, il est très important parce que généralement les lymphomes sont accompagnés d'une perturbation donc, de tout ce qui est phosphore, de tout ce qui est calcium, même potassium. Et bilan d'extension neurologique également, TDM cérébral avec un IRM également cérébral pour voir s'il y a également quelques tumeurs ou bien quelques lymphomes au niveau cérébral. Le bilan d'évolutivité, c'est-à-dire le pronostic, ou bien l'évolution, la progression, c'est à travers quelques paramètres biochimiques et immunobiologiques, la CRP, donc la fibrinogène, les lactates déshydrogénases, la bêta-2 microglobuline, tout ça donc est à évaluer. D'accord. Il y a également les bilans des complications, c'est notamment le FNS, l'ionogramme, la fonction rénale, BA, parce que le bilan hépatique, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, l'hémostase, etc. Parce que tout ça, ça accompagne, toutes ces perturbations-là peuvent accompagner le lymphome. Donc, c'est pour voir, en quelque sorte, le degré d'évolution de notre
lymphome, d'accord, qui est très décisif par rapport au traitement. On continue. Il y a également le bilan étiologique, parmi les bilans également possibles. Donc, bilan étiologique, là, on va voir quelle est l'étiologie possible et éventuelle qui aboutit à l'apparition de ce lymphome-là. Ça peut être généralement donc, la sérologie VIH. Ça, c'est une règle. Si on donc on est en suspicion de lymphome, on doit systématiquement chercher le VIH. Et également, donc, le LNH, recherche d'hélicobactères pylori, le virus d'Epstein-Barr et le virus de l'hépatite C, c'est-à-dire pour le lymphome non hodgkinien. On doit également rechercher l'hélicobactère, le virus C et l'Epstein-Barr virus, parce qu'on a vu, comme on a vu tout à l'heure, c'est des virus qui peuvent également aboutir ou qui peuvent se développer vers donc, des lymphomes. Il y a également le bilan génétique pour voir la composante génétique, diagnostic et pronostic, pour donc tel que le karyotype FISH, donc fluorescent in situ hybridization, et la biologie moléculaire. Il y a également le bilan pré-thérapeutique, c'est-à-dire avant d'instaurer la stratégie thérapeutique. C'est un bilan pré-transfusionnel, avant de faire la transfusion sanguine, bien sûr, c'est le groupe ABO, Rhesus de Determinations, et la pré-greffe, c'est-à-dire le bilan pré-greffe en cas où on inclut dans notre stratégie thérapeutique une greffe médulaire, par exemple, etc. C'est le groupe HLA, donc c'est le complexe d'histocompatibilité. Les sérologies de différents types, VIH, VHB, VHC, EBV, etc., CMV, cytomégalovirus, le HTLV, le sel lymphotropique virus, etc., le HTCLV. D'accord. Tout ça, donc, ça constitue les différents types de bilans qui vont nous orienter dans notre, toujours, diagnostic qui vise à instaurer la meilleure stratégie thérapeutique. Et bien sûr, quand on parle de stratégie thérapeutique, la stratégie thérapeutique, elle sera individualisée, comme on va le voir tout à l'heure. Classification, donc, en stade, également, des différents types de lymphome. Stade 1, c'est lorsqu'on a une seule aire ganglionnaire, donc il y a un seul amas ganglionnaire qui est infecté. Stade 2, lorsqu'on a deux aires ou bien deux amas ganglionnaires du même côté du diaphragme. Stade 3, donc c'est les atteintes ganglionnaires su et sous-diaphragmatiques, c'est-à-dire supérieures ou inférieures au diaphragme. Et le stade 4, c'est quand on a carrément une atteinte viscérale. Donc, vous voyez, donc le stade 4, c'est le stade le plus avancé. Et bien sûr, l'évolution, elle est comme ça. C'est-à-dire stade 1 évolue vers stade 2 vers stade 3 vers stade 4, etc. D'accord? On appelle ça la classification d'Ann Arbor. Prise en charge thérapeutique, toujours des lymphomes. Donc, le traitement d'un lymphome dépend essentiellement de son type immunohistologique et de son pronostic. Donc, deux facteurs décisionnels de tout traitement. Avant de décider le type de traitement, il faut voir tout d'abord quel est donc le type immunohistologique, c'est-à-dire quel est le tissu touché, quel est le tissu touché. Et quand on dit histologique, quel est le tissu touché? Quand on dit immuno, c'est-à-dire quel est le type de cellule? Est-ce qu'il s'agit de lymphocyte B ou bien de lymphocyte T1K? Et bien sûr, de son pronostic, c'est-à-dire de son niveau d'utilité. D'accord. On peut également schématiquement opposer deux types de prise en charge. On a la prise en charge donc, du lymphome non hodgkinien indolent et pour les maladies de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens agressifs. D'accord. Donc, je répète, le traitement du lymphome, il est basé sur deux critères. Tout d'abord, où il est localisé. Est-ce qu'il est localisé au niveau hépatique ou bien au niveau de la rate, au niveau donc, de l'os, au niveau du diaphragme, donc il est au niveau du médiastin, il est médiastinal,
il est ORL, il est cérébral, etc. Ça, donc, histologique. Immunologique, quel est le type de cellules touchées? Est-ce que le plus souvent, c'est les lymphocytes B ou bien rarement les lymphocytes T1K? Et également l'évolutivité. Elle est en quel stade notre lymphome et quel est exactement son pronostic. On peut également schématiquement opposer deux types de prise en charge. Il y a la prise en charge pour les LNH indolents, c'est-à-dire lymphome non hodgkinien indolent. Leur évolution, elle est très lente. Donc, l'avantage des lymphocytes non hodgkiniens indolents, c'est que l'évolution, elle est très lente. Donc, on sera à l'aise par rapport à l'instauration de la prise en charge thérapeutique, voire même qu'un traitement n'est donc nécessaire qu'en cas de forte masse tumorale ou de complications. Donc, le traitement, il n'est même pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on aura encore le temps. Peut-être que donc, le système immunitaire va combattre ce lymphome-là et on n'aura peut-être pas besoin d'instaurer un traitement. Donc, leur évolution, elle est très lente dans le temps. Ça prend donc même quelques années, plusieurs années. Et le traitement n'est instauré qu'en cas de forte masse tumorale ou bien qu'en cas de complications de ce LNH indolent. Donc, les LNH indolents, c'est les LNH les plus constants et les plus stables. D'accord? Même si on met le patient donc en rémission, la rechute, elle est constante. Ça, c'est l'inconvénient de ces LNH-là. C'est-à-dire que même après rémission, c'est-à-dire disparition de la tumeur, on prévoit toujours des rechutes. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'avance à avoir des rechutes parce que la rechute, elle est constante. C'est-à-dire qu'elle est, en quelque sorte, c'est la règle. Donc, un LNH indolent, après rémission, généralement, on aura des rechutes et vice-versa. Donc, c'est des cercles vicieux. Pour la maladie de Hodgkin et les LNH agressifs, le but est de mettre le patient en rémission complète, c'est-à-dire donc rémission, disparition de la tumeur et évolution très probablement vers la guérison, et de diminuer le risque de rechute. Donc, par rapport à la maladie de Hodgkin et les LNH, par rapport au lymphome non hodgkinien indolent, l'objectif c'est quoi? C'est de stabiliser l'infection, ou bien de stabiliser le lymphome le plus long possible et de prévoir et essayer d'attendre ou bien de faire des prévisions par rapport à la rechute qui est toujours constante. Donc, aussitôt on prévoit cette rechute-là, plus on va être à l'aise dans le traitement plus tard, en cas bien sûr de complications ou bien en cas d'évolution vers de fortes masses tumorales. Pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens agressifs, le but, donc, l'objectif thérapeutique, c'est de mettre le patient en rémission complète. Donc, c'est bien sûr, l'objectif, c'est éradiquer complètement les cellules ou bien les cellules tumorales ou bien les tumeurs et de diminuer également le risque de rechute vers le minimum possible. Puis de diminuer également le risque de rechute avec des cures de consolidation. D'accord? Donc tout d'abord, c'est l'éradication et la diminution du risque de rechute avec toujours donc diminution avec toujours des doses de consolidation pour combattre toujours les éventuelles rechutes. D'accord. Donc ça, c'était en quelque sorte la stratégie, ou bien les deux stratégies de prise en charge thérapeutique pour les LNH et pour la maladie de Hodgkin et le LNH agressif. Donc, comme vous voyez, généralement, on classe les LNH indolents à part et on classe la maladie de Hodgkin et les LNH agressifs ensemble dans la stratégie thérapeutique. Les types de traitement, donc on commence par le plus classique, c'est les cytotoxiques et les autres types de chimiothérapie conventionnelle. Les lymphomes sont des cancers globalement très chimiosensibles. Ça, c'est un avantage, c'est que les lymphomes sont très sensibles aux molécules de la chimiothérapie. Les chimiothérapies sont toujours associées
à un traitement adjuvant qui est la corticothérapie à forte dose. Donc, généralement, on associe la chimiothérapie à la corticothérapie pour chercher deux effets, pour chercher d'une part un effet antitumoral, parce que les corticothérapies, via leur immunosuppression, peuvent avoir donc une action antitumorale et dans les lymphomes, au moins au début de la prise en charge thérapeutique. D'accord. Ça, donc, c'est la polychimiothérapie. Poly, c'est-à-dire plusieurs molécules de chimiothérapie avec un adjuvant qui est la corticothérapie. Il y a également l'immunothérapie en utilisant donc les molécules les plus efficaces jusqu'à présent. MabThera est un anticorps monoclonal anti-CD20. Le CD20, ce récepteur CD20, c'est des molécules qui sont exprimées par la plupart des lymphocytes B, comme vous le savez, et même on les trouve dans les lymphocytes T. Ce traitement a révolutionné la prise en charge des lymphomes, exprimant donc le CD20 à leur surface en améliorant le taux de rémission complète et le taux de survie globale en association, bien sûr, à la chimiothérapie conventionnelle. Donc, chimiothérapie conventionnelle avec, comme exemple, le rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20. Il y a également les anti-CD30, comme donc le brentuximab, le vedotin. Il s'agit d'un anticorps monoclonal anti-CD30 qui est couplé à un agent toxique, un cytotoxique, la monométhyloristatine, qui est un poison du fuseau mitotique très efficace. L'anticorps monoclonal donc permet de cibler les cellules tumorales qui expriment ce récepteur-là spécifique qui est le CD30 et qui seront ainsi pénétrés de manière sélective par l'agent toxique. Donc, tout simplement, l'association vise par le biais de l'anti-CD30 de cibler la CD30 comme récepteur, de se fixer sur ce récepteur-là. Et une fois donc fixé, ça va permettre l'entrée de manière sélective de l'agent toxique, le monométhyl l'oristatine, E, qui va entrer et pour donc justement détruire la cellule tumorale. Elle est indiquée dans les patients ayant une maladie de Hodgkin ou un lymphome T anaplasique à grandes cellules en rechute ou bien réfractaire. Donc, c'est généralement l'anticorps anti-CD30, il est le plus utilisé en cas de rechute. Bien sûr, toujours, on n'oublie pas, c'est que c'est en association avec la chimiothérapie conventionnelle. La radiothérapie, quand est-ce qu'on l'utilise? Généralement, elle n'est pas très utilisée, sauf si donc, les stades sont localisés. Il y a également l'intensification et l'autogreffe. Autogreffe, c'est-à-dire qu'on fait la greffe à partir, c'est-à-dire qu'on prélève l'organe ou bien la partie à greffer, à transplanter à partir du malade lui-même, d'où l'appellation autogreffe. Donc, ça c'est le conditionnement par une chimiothérapie intensive. Donc, une chimiothérapie intensive qui est suivie d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques précédemment recueillies. Donc, à l'avance, on va prélever les cellules souches hématopoïétiques et puis donc suite à une chimiothérapie intensive, on va les injecter. L'allogreffe, elle peut être proposée chez les patients de très mauvais pronostic et qui sont en bon état général. Il y a également la thérapie ciblée, donc la thérapie ciblée qui est de récente apparition, telle que les inhibiteurs de la PI3 kinase, qui vise ou bien qui cible la voie du BCR, c'est-à-dire les récepteurs des cellules B. BCR, c'est-à-dire B-cell receptor, c'est-à-dire la voie des récepteurs des cellules B dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc le facteur numéro 1 de diagnostic, la présence de ce type de cellules-là, utilisé dans le lymphome folliculaire en rechute. Il y a également le ibrutinib, inhibiteur de la Britton's tyrosine kinase, voire également du BCR, utilisé dans le lymphome à cellules de Monteau ou le lymphome lymphoplasmocytaire en rechute. Ça, c'est les principaux protocoles utilisés pour les lymphomes à titre, bien sûr, indicatif. Quand vous voyez les trois types de lymphomes, indolent, donc de Hodgkin et agressif. Par exemple, le LNH indolent, on peut utiliser l'immunopolychimiothérapie, c'est-à-dire chimiothérapie avec polychimiothérapie, plusieurs donc, molécules de chimiothérapie avec des cellules
pardon, des médicaments à visée immunitaire, tels que les anticorps monoclonaux. Ça, c'est la RFC. Généralement, les protocoles, comme vous le savez, anticancéreux, donc on donne généralement les lettres, les premières lettres de chaque molécule successivement, c'est-à-dire le R, rituximab, donc le F, c'est la fludarabine, et la cyclophosphamide comme cytotoxique, Il y a également le RCVP, etc. Il y a la maladie de Hodgkin, proprement dite. On utilise donc généralement les polychimiothérapies telles que le ABVD, donc l'association ou bien le protocole ABVD ou bien le BEA-COPP. Ce sont les deux protocoles les plus utilisés. Les LNH agressifs, on utilise les polychimiothérapies par RCHOP ou bien les autres types d'associations. D'accord. Prise en charge thérapeutique des complications. En cas de syndrome de Lise, donc le traitement il est étiologique et préventif. Donc, syndrome de Lise tumorale, c'est-à-dire qu'on aura une lise de la tumeur et libération du contenu de cette tumeur-là au niveau de la circulation générale qui va infiltrer les différents tissus, notamment le système nerveux central, et également parfois les testicules, etc. Il comporte donc ce traitement étiologique de ce cas de lise tumorale, une hyperhydratation par sérum salé isotonique parce qu'il s'agit d'une déshydratation avec un traitement hypouricémiant parce qu'on tout simplement, suite à cette lise tumorale, on a eu une hyperuricémie. D'accord? Donc, une augmentation du taux de l'urine au niveau de la circulation générale en utilisant ces deux molécules les plus connues. Une hyperhydratation et un traitement hypouricémiant sont systématiquement mis en place avant de débuter la chimiothérapie d'un lymphome, surtout s'il est à forte masse tumorale. Donc, ça précède généralement le traitement par la chimiothérapie. Traitement également symptomatique. Donc, on doit corriger toutes les perturbations donc provoquées par le lymphome, telles que donc l'hypercalémie, l'hyperphosphorémie, l'insuffisance rénale, etc. Et également une alcalinisation uniquement en cas également d'acidose métabolique. D'accord? Car elle favorise tout simplement la formation de cristaux de phosphate et de calcium. Il y a également les compressions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, traitement étiologique, il est indispensable de traiter donc, ces compressions-là pour soulager le patient. Traitement également symptomatique, les corticoïdes sont à la tête du traitement par justement leur action anti-inflammatoire et antitumorale. Les corticoïdes sont à la base du traitement symptomatique. Ils ont deux effets, donc ils ont l'effet antitumoral et l'effet sur l'œdème réactionnel à la compression. C'est-à-dire, suite à cette compression, on aura des œdèmes et il n'y a pas mieux que les corticoïdes pour leur action anti-œdémateuse. Cependant, il ne faut pas donc débuter la corticothérapie avant d'avoir réalisé tout simplement les prélèvements diagnostiques. Donc, on n'a pas le droit de procéder à une corticothérapie avant de faire donc certains prélèvements, d'où le risque de négativer par des corticoïdes justement des prélèvements et de retarder le diagnostic étiologique. Comme vous le savez, les corticoïdes ou bien la corticothérapie, elle interfère avec le système métabolique et elle interfère également avec plusieurs minéraux, avec le potassium, avec le calcium, avec le phosphore, avec les protéines, avec les glucides, avec les lipides, etc. Donc, on doit faire tout d'abord un bilan complet avant de procéder au traitement par la corticothérapie pour ne pas fausser les résultats de nos prélèvements. En cas de compression vasculaire, en cas de compression au niveau vasculaire avec thrombose, donc il faut mettre en place un traitement anticoagulant efficace. Donc, on peut associer un traitement anticoagulant. L'insuffisance médulaire, donc en cas d'insuffisance médulaire, tout simplement, on procède à des transfusions répétitives et à l'injection également et l'administration de facteurs de croissance granulocytaires et on peut également procéder à l'allogreffe ou bien à l'autogreffe. Déficit immunitaire global, donc en cas de déficit immunitaire global, on peut traiter soit donc, par des traitements prophylactiques, donc via l'éradication des foyers infectieux. C'est bon? C'est fini? On va dire c'est fini. Donc, on finira très brièvement, parce qu'il n'y a pas, il ne reste pas beaucoup de choses.
traitement prophylactique du déficit immunitaire à travers donc l'éradication des foyers infectieux. Donc, on doit prendre en charge toute infection, qu'elle soit hélicobactère ou autre. Traitement prophylactique à discuter également selon le degré et le type de l'immunodépression. Prévention également des infections à virus du groupe herpès par l'injection ou bien l'administration d'anti-herpétiques. Prévention également de la pneumocystose par l'administration de bactéries fortes comprimé, donc un comprimé 3 fois par semaine. Traitement spécifique des infections qui sont déjà déclarées, c'est le même, c'est le même principe. La surveillance, elle est clinique et paraclinique. Il faut chercher donc des signes évocateurs de récidive du lymphome, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des récidives ou bien et par conséquent des rechutes, donc en faisant toujours la différence entre récidive et rechute. Complications du lymphome en lui-même, complications liées au traitement. Parfois, donc, on doit prendre en charge les effets indésirables de la chimiothérapie, et vous les connaissez très bien, donc les effets indésirables de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et également de la corticothérapie. Surveillance également des effets indésirables des chimiothérapies utilisées à court et à long terme. Paraclinique, donc, c'est tout simplement, on doit vérifier par le TEP, par le scanner TEP, le scanner donc TAP, l'état d'avancement et d'évolution de la tumeur. C'est l'examen, généralement le TEP scanner, il est largement suffisant. C'est l'examen roi de l'évaluation de la réponse au traitement dans les lymphomes. Et les répéter tout au long du plan de traitement jusqu'à donc rémission et guérison totale. Voilà donc la fréquence, c'est-à-dire la fréquence de survenue et de rechute, pourquoi pas. Pour la maladie de Hodgkin et la maladie non hodgkinien agressive, plus on s'éloigne de la date du diagnostic, donc c'est-à-dire plus le diagnostic il était lointain, plus on est à l'aise, c'est-à-dire plus le risque diminue, plus le risque de rechute est faible et plus la surveillance est espacée. Pour les lymphomes non hodgkiniens indolents, la rechute, elle est obligatoire, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est à nous de prévoir cette rechute-là, d'attendre cette rechute-là et de se préparer, de préparer le malade pour combattre justement ces rechutes qui sont incontournables. Les différents types de réponses selon la classification internationale, c'est-à-dire les réponses au traitement ou bien à la stratégie thérapeutique anticancéreuse, soit la réponse elle est complète, donc guérison totale, soit elle est partielle, donc on a éradiqué partiellement les tumeurs, soit la maladie elle est stable et on peut l'allonger dans le temps en améliorant la qualité de vie de notre malade, soit la maladie elle est d'évolution progressive. Donc les différents guidelines internationaux définissent chaque type de réponse pour chaque type de lymphome. Ce n'est pas très important de les définir pour vous. L'essentiel, c'est d'avoir donc cette classification en tête. D'accord. Si mon temps est terminé, si vous n'avez pas de questions, vous me les posez, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez les envoyer par mail. Pouvez-vous transmettre les enregistrements des réunions parce qu'on n'a pas tout une connexion Internet. Je vais voir avec l'administration. Je ne sais pas s'ils ont enregistré ou non. Il n'y a pas de problème. Je vais voir avec l'administration pour vous transmettre les enregistrements. Euh, voilà, donc le polycope, vous l'avez déjà pour ce cours-là. Le polycope du cours de l'hépatite, donc le traitement des hépatites, je l'ai déjà mis sur la plateforme. D'accord. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.